Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, on vous propose une émission sur nos héros imaginaires. La Bretagne est une terre traditionnelle de légende. Alors il y a ces personnages emblématiques comme le roi Arthur ou encore Merlin l'Enchanteur, mais il y a aussi ces paysages et l'univers marin qui en ont inspiré beaucoup. Et pour nous embarquer dans ces contes et légendes, nos invités ce matin, bonjour Claudine Glo, vous êtes présidente du Centre de l'imaginaire arthurien. Nicolas Lecor, vous êtes auteur et dessinateur. Votre dernier ouvrage s'intitule Les biscornus, les mal-aimés de la féerie. Et Stéphanie Germain, vous êtes rédactrice en chef déléguée des hors-séries de Ouest France. Et vous êtes attaquée à deux monuments, on les connaît tous, Astérix. Vous allez nous en dire un peu plus dans quelques instants. Bienvenue à tous les trois. Peut-être avant d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce que chez chacun d'entre vous, il y a des héros imaginaires qui ont bercé votre enfance ? Je commence par vous, Stéphanie Germain. Mon enfance, ce ne sera pas très original, mais Astérix en fait partie. Ouais. Oui, Astérix forcément, même si je n'étais pas en Bretagne, Astérix n'est pas que breton, mais oui, Astérix et tous ses copains. Et ça vous replonge forcément dans des souvenirs d'enfance ? Ah oui, et puis beaucoup de partage surtout, parce que les BD étaient partagés avec les cousins et les cousines avec lesquels nous passions nos vacances, donc c'était forcément à la fois inspirant et puis c'était des grands moments de rire et des grands moments chaleureux entre cousins et cousines. Nicolas Lecor, quels sont les héros peut-être qui ont bercé votre enfance ? Ça va vous surprendre, mais c'est le mythe arthurien. J'ai été bercé par mon grand-père qui était prof de grec et de latin, je ne sais plus trop, et qui était fan des mythes arthuriens. Ce qui fait que moi, je fantasmais sur Yvain, le chevalier au lion, et tous ces personnages que j'adorais, ces chevaliers en armure brillante. Toute mon enfance a été bercée par ça. C'est pour ça que je suis arrivé dans l'océan, tout naturellement. Et on vous racontait ces histoires-là ou vous les lisiez dans les livres ? Là, je les lisais par Chrétien de Troyes, par des auteurs. Ça me fascinait. Puis le vieux François, c'est un côté très rigolo à lire. Donc, puis j'avais un grand-père comme ça. C'était mon monde. Oui, fan de ces légendes. Quels étaient les petits personnages favoris de la petite Claudine ? La petite Claudine était une enfant de vieux avec que des vieux autour d'elle, parents, grands-parents, oncles et tantes, et des instits en plus. Alors on lisait. Et puis, moi, je suis d'un temps archaïque où la bande dessinée était un plaisir interdit. On arrivait à en attraper une de temps en temps, c'était pas recommandé. Donc, moi, je suis passée directement au roman. Et je ne démêlais pas très bien mythologie, religion, roman. Pour moi, c'était le monde rêvé, le monde merveilleux. Mais j'avais quand même un gros faible pour tout ce qui était auteur du 19e, entre Victor Hugo et Alexandre Dumas. J'avoue qu'à cette époque-là, les mousquetaires me faisaient peut-être plus rêver que les chevaliers. D'accord. Mais quand j'y pense maintenant, c'est pareil au bout du compte. Et alors, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où on vous a parlé du roi Arthur ? Alors, je me souviens plutôt de la première fois où on m'a parlé de Merlin. D'accord, c'est d'abord Merlin avant le roi. C'est d'abord Merlin. C'était Arthur. un livre très joli que j'avais enfant. Il était illustré en couleur, ce qui n'était pas fréquent. Et il y avait un des héros. Alors, c'était pas un roman arthurien, c'était un roman imaginé à partir des personnages arthuriens. Et le héros s'enfonçait sous la terre. Il y avait des statues de femmes très belle, en tenue médiévale avec une épée. Et au passage, il rencontrait Merlin, ce Merlin qui était exactement en même temps comme dans les romans, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de sagesse, et puis un côté... Cette magie autour de ce personnage. Mais pas totale, jamais totale. C'est-à-dire qu'il n'est pas hyper puissant. Il se trompe, il échoue, et c'était déjà ça. Et c'est Merlin, en fait, le premier que j'ai rencontré. Et peut-être quand vous discutez autour de vous, quand on vous dit contes et légendes en Bretagne, qu'est-ce qui revient spontanément, rapidement, Stéphanie Germain ? Si je vous dis ça. Je suis désolée, là je vais être très brève. Je n'ai pas grandi en Bretagne, donc les contes et légendes c'était plutôt en Normandie, et contrairement aux apparences, il y en a aussi. mais non, si je vous dis ça, vous pensez à quoi, vous ? Moi, quand j'étais... La première légende que j'ai vraiment rencontrée, si je puis dire, en Bretagne, c'était Is. Et ça reste un grand mystère pour moi. On a même essayé d'ailleurs de l'aborder dans un des deux hors-séries autour d'Astérix. Et ça reste encore aujourd'hui, évidemment un mystère, il faut que ça le reste, bien sûr. Mais c'est celui sans doute qui me donne le plus envie de continuer à chercher, à voyager, à me laisser porter par le mystère. Je pense que vous pourrez aussi avoir quelques infos avec ces deux personnages en face de vous. Quand on dit contes et légendes, qu'est-ce qui revient le plus souvent quand vous discutez autour de vous, Nicolas Germain ? Moi, c'est plus tous ces petits personnages cachés. C'est un monde caché que j'adore.
et qui explique beaucoup de choses. Ça explique nos peurs, ça explique... Et en Bretagne, on les nomme. C'est ça ce que j'aime. On va y revenir dans la deuxième partie. Alors Claudine. je vais répondre comme vous. Je ne suis pas de Bretagne. J'y suis venue vivre à 20 ans. Je suis de la Dordogne, où il n'y a pas tant de contes et de légendes. Et ce qui m'a frappé la première fois en Bretagne, c'est pas un personnage, c'est qu'il y en ait autant. C'est qu'il y en avait partout. Dans tous les coins, là, dans une ferme, on en avait 2 différents. C'est pas ce qui manque, en tout cas, sur notre territoire. Et autrement, quand même, le sujet qui m'a le plus frappé, et vous parliez d'10, moi c'est Tristan et Iseult, qui continue à être bouleversant parce qu'il a une violence qu'il n'y a pas dans le reste du roman arthurien, il y a une puissance. Il est au-dessus de la mêlée pour vous en tout cas. Il est au-dessus et peut-être légèrement à part. Allez, avant de revenir chacun sur vos thèmes de prédilection, puisqu'on parle de légende, cela va souvent de pair avec l'histoire. Nos aînés ont aussi beaucoup de choses à nous partager. On vous propose de découvrir cette initiative de Ouest France que vous connaissez peut-être, Stéphanie Germain. Oui, bien sûr. Les images comme outil pour réactiver de vieux souvenirs. Rencontre avec les résidents d'un EHPAD à Saint-Sauveur-des-Landes. Evan les rencontre ce matin. On est en pleine animation qui s'appelle les albums de notre histoire à la maison de Chaudebeuf. C'est à Saint-Sauveur-des-Landes dans le 35. Et Michael, vous êtes en charge de cette animation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Les albums de notre histoire, en fait, il y a différents thèmes, des thèmes qui sont souvent en lien avec leur vécu, leurs histoires de vie. Et donc, 2 fois par mois à peu près, on arrête un créneau où le résident choisit l'album et où il s'instaure un dialogue comme celui-ci. Et alors, vous avez à disposition toute une banque de photos issues des archives de Ouest France. Voilà. Ça peut parler de quel type de sujet, quel type de période ? Ça peut aborder l'album, par exemple, sur le paquebot, les paquebots, on l'avait fait, l'histoire des trains, les trains. Les choses de notre enfance. Les voitures aussi. Il n'y a pas vraiment d'album sur les voitures. Par contre, il y a des diaporamas sur les voitures. La rentrée des classes. La rentrée des classes, oui. Ouais. Sinon, ce qui vous avait bien plu aussi, c'était les jeux et les jouets. Et alors, les thèmes, vous les choisissez avant de faire l'animation, c'est ça l'idée, tous ensemble ? Au tout début de l'animation, vers 13h30, 13h45, je mets l'ordinateur en route, l'écran, et tous ensemble, on choisit le thème. Alors là, le thème d'aujourd'hui, ce sont les bonnes odeurs, mais aussi les mauvaises. Oui. Après, avec les mauvaises. Oula. Alors, on va assister à la diapositive suivante. D'accord. Et la diapositive suivante, c'est le caramba. Ah oui, Ah, caramba, ouais. Caramba au chocolat. Le caramba au chocolat. Le caramba au caramel aussi, non ? Ah si, au caramel. Au caramel. Ouais, au caramel. Est-ce que, Monique, tu veux bien lire le texte en bas ? Le choix va être difficile Très petit. avec les sous que m'a donné grand-mère. Je vais aller à la boulangerie. Mais Monique, vous avez des super yeux, c'est écrit tout petit. Ben oui, mais j'ai pas. Alors, je peux agrandir, mais le problème, c'est je ne sais pas si ça va être... Une dernière question, après je vous laisse continuer, hein, mais vous sentez que ça remporte un franc succès à chaque fois que vous lancez ce genre d'animation C'est quoi la première réaction ? Oh, chouette Ouais, les résidents sont très contents de participer à cette activité. Ouais. Ils sont vraiment très, très ravis. Ouais. Alors justement, vu que tout le monde est impatient de parler du chocolat ou du carambar, voire peut-être même d'en manger, on va rester studio, puis on va laisser Monique terminer la lecture. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Nous, on revient à nos contes et légendes bretonnes. Claudine Glo, vous, ça fait 20 ans que vous êtes fascinée par le monde celtique, même toute votre vie, je peux le dire. Et ça fait 20 ans que vous avez lancé le centre arthurien. Oui, plus que ça, même, mais vraiment, ça tourne bien depuis 20 ans. Et c'est aussi depuis 20 ans que j'écris sur ce sujet-là. Donc, eh bien, depuis tout ce temps-là, et ça, c'est à ma grande joie, la fascination ne s'est jamais démentie. Elle a évolué, elle a changé. Ces personnages-là, on essaie toujours de rentrer en nous, de les faire rentrer en nous. On veut être tour à tour chevalier, là, on veut être Lancelot, on veut être Viviane. On y arrive un peu, mais ils vous échappent, parce qu'ils ont une dimension autre, qui est d'ailleurs, c'est typiquement breton, ça. Il y a le côté naturel, le côté réel qu'on voit, et puis il y a cette dimension, ce qu'on appelle l'autre monde, faute de mieux, qui est puissante chez eux, et qui n'est pas la nôtre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le centre, qui ne sont jamais allés au château de Compère, c'est un lieu chargé d'histoire, qu'est-ce que raconte cette légende ? Si vous deviez le faire en 1 minute, là, raconter...
cette légende au château de Compère avec la fée Viviane et Merlin l'Enchanteur. Donc Compère, un endroit magnifique, la forêt, un vieux château en schiste rouge. On le voit à l'image. Et un très grand lac, voilà. Donc la légende dit que là, il y avait un vrai château avec un vrai seigneur qui était roi de la région. Et un jour, il a une fille qui est absolument ravissante et qui a pour marraine Diane, la déesse. Vous voyez, il ne faut pas chercher Diane. Et Diane, un jour, dans la forêt, dit à la jeune fille, voilà, je te donne 3 dons. Un des 3 sera d'être belle, normal. L'autre sera d'être savante, beaucoup moins normal pour une femme. Et, à l'époque. Et le dernier sera d'être aimé par un homme tout à fait extraordinaire. Et la jeune fille, en échange, ne doit pas sortir de sa forêt. Et c'est dans la forêt qu'un jour, elle rencontre un jeune homme absolument séduisant, en costume de cour. Donc pour elle, c'est un ravissement. Ils se plaisent et le jeune homme disparaît. Et le jour où elle va le retrouver, il aura l'apparence d'un vieillard. Et ce n'est qu'après qu'elle comprendra que c'est Merlin l'Enchanteur. Et l'amour va se nouer entre eux, mais de façon étrange. Il est là, il n'est pas là, elle ne peut pas quitter la forêt, il court le monde. Et il va finir par lui faire une série de cadeaux, dont, là on la voyait tout à l'heure, la vue aérienne de Compère. On voit bien qu'il y a un château réel et qu'il y a un grand étang. Et dans ce grand étang, il y a toujours le palais de cristal que Merlin a fait construire à sa fée, lui a offert. Et quand on a beaucoup de chance, on arrive à voir à travers ce lac, qui est lui aussi une illusion créée par Merlin, on peut arriver à voir un petit peu les tours de cristal. On pourrait vous écouter plusieurs heures, tellement vous racontez super bien les histoires. Il y a aussi un autre personnage central, c'est le roi Arthur. Alors nous, on s'est posé la question avec mes collègues en préparant cette émission, est-ce qu'il a existé? Parce que c'est la question qu'on se pose en vous écoutant, en lisant c'est toujours la première question. Oui. Et l'autre jour, j'aurais écouté un film qu'on avait fait avec France 3 d'ailleurs sur John Boorman, qui lui aussi s'était posé la question avant de faire Excalibur. Et qui avait conclu, mais à la fin, ça n'a aucune importance qu'il ait existé ou pas. Personnellement, je ne suis pas du tout persuadée qu'il ait existé. Mais pour ce que j'aime dans la légende arthurienne, je m'en fiche qu'il n'ait pas existé. Chacun est libre de choisir sa version des faits. Voilà, on choisit ses versions des faits. Et surtout tout ce que ça a créé, tout ce que ça entraîne, que ce soit en œuvre, en sentiment, en rêve, en espérance. C'est ça l'importance du roi Arthur. Et c'est un langage universelle, la légende arthurienne. Nicolas Lecor, pourquoi finalement aujourd'hui le roi Arthur, il est un personnage culte? Quand on parle de Brocéliande, on pense au roi Arthur. Quand on pense Brocéliande, on pense Viviane, on pense Merlin l'Enchanteur. Parce que c'est les derniers personnages qui ont un honneur extraordinaire. Ça a servi de code de chevalerie. C'est-à-dire les bases du code de chevalerie, c'est l'arthurien. C'est certains codes. Et Arthur, c'est incontournable. C'est le type qu'on a envie de connaître. Et c'est pour ça que vous avez écrit un livre sur lui aussi? Moi j'écris, là c'est un livre, c'est pas moi qui ai écrit, c'est un livre de jeunesse sur Arthur, qui m'a beaucoup amusé, parce que c'est vrai que c'est rigolo de le voir petit. Mais oui. On le voit toujours sérieux et tout. Et c'est vrai qu'on parlait de Boorman tout à l'heure. Certainement le meilleur film qui a été fait sur le mythe arthurien, c'est l'Excalibur de Boorman. Oui, pour moi. C'est le seul qui a tout compris. Donc. Oui, ça m'a étonné et je l'ai vu il y a très longtemps. J'ai même l'affiche en très grand. Et peut-être une question, qu'est-ce qui explique l'attachement des Bretons à ces contes et légendes, au roi Arthur, à Viviane, à Merlin l'Enchanteur? Alors là, je vais peut-être faire de la psychologie à 2 euros. On a le droit sur le plateau. C'est que quand même, je crois qu'il y a dans l'esprit breton, dans l'esprit celtique peut-être même en général, un sens du temps qui n'est pas cartésien du tout, qui n'est pas rationnel du tout. C'est-à-dire que le passé très lointain reste présent. Vous allez trouver ça en Irlande, les contes et légendes vous racontent ça. C'est-à-dire que vous faites un pas de côté, vous êtes il y a 1000 ans, vous refaites un pas de côté, et Arthur est toujours là. Arthur traverse tout ça. Et son histoire nous dit bien à la fin, il n'est pas mort, il dort et il reviendra. Il reviendra. Alors c'est magnifique quand ces Bretons auront trop besoin de lui. Donc on n'est pas encore assez dans les soucis. C'est comme la geste de Couchoulade. Voilà, exactement. Mais c'est ça, je crois, qui fait que les Bretons, en plus, se raccrochent au roi Arthur parce que... il faut dire les choses par leur nom. Les Anglais ont essayé de nous en éjecter. Non, mais c'est une histoire anglaise. Non, c'est une histoire celtique qui s'enracine dans l'île de Bretagne. C'est pas pareil. Mais l'île de Bretagne et la petite Bretagne, la nôtre, c'était le même pays. Les mêmes légendes, les mêmes gens, les mêmes langues, les mêmes croyances. Donc on fait partie... Il n'y avait même pas la Manche.
Mais bien sûr, mais la Manche n'était Il pas... n'existe pas dans le mythe arthurien. On va pas refaire le débat, on a entendu, Claudine. Peut-être, donc là on parle des célébrités dans les contes et légendes, stars, mais il y a aussi ceux qu'on ne connaît pas, comme les biscornus. Voilà, c'est les biscornus, les mal-aimés de Ferry, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Et les biscornus, eux, ils sont pas populaires, Nicolas Lecor. Ah si, justement, si. Ah, mais on les connaît moins, peut-être. On les connaît moins, mais c'est des personnages de conteurs. C'est les conteurs qui ont beaucoup véhiculé les gens se racontaient des histoires. Alors, c'est toujours du village voisin, parce qu'on n'est pas fou. T'as un gars du village voisin, mais si vous voulez, vous pouvez lui demander, c'est vrai. Comme personne n'allait dans le village qui était à 30 bornes à l'époque, c'était ça l'idée. Donc les conteurs avaient cette intelligence de dire, il y a eu un gars, il y a eu des rivalités très impressionnantes. Il y a eu comment il s'appelait, Yannick Henhot, qui était sur ce gars qui était sur la frontière entre le Morbihan et le Finistère, je crois. Et ce type se battait il avait un peu la même force que Gauvin, d'ailleurs, au Zénith, il était... Mais qui sont ces biscornus? C'est des personnages qui sortent des contes qui sont racontés. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, à Brocéliande, il y en a, des Corrigans, ils sont rouges, parce que la terre est rouge. Puis les Corrigans, c'est qu'une des tribus. Si vous rentrez là-dedans, vous en avez pour... On va s'y perdre, c'est ça? Moi, déjà, ça fait des années que je suis là-dessus, puisque j'ai passé mon diplôme sur les faits. À l'époque, ça n'intéressait personne, ça, je vous rassure. C'était en 82, donc... et quand on parlait de Corrigan et tout, et même depuis ce temps-là, ça ne m'a pas dégoûté, parce qu'il y a toujours des trucs nouveaux. En dédicace, il y a des papis qui viennent, des fois... qui me dit, ah ben il y en a un derrière chez nous, il s'appelle machin. Attends, moi je note, oui, parce qu'on a... Et justement, qu'est-ce que vous aviez envie de raconter en racontant le moussu, par exemple? On me l'a soufflé à l'oreille, je ne les connais pas tous. Le moussu, c'est un personnage que j'ai inventé. Ouais. Parce que j'ai le droit, parce que je suis un conteur en dessineux. Et je me promène beaucoup en forêt, j'ai passé toute mon enfance en forêt, il y a que là que je suis bien. Et il y a un endroit par chez moi où il y a une grosse pierre, ça fait une grosse touffe de mousse, mais de mousse, des gosses avaient arraché la dernière fois la mousse, ça m'a agacé, je l'ai remis. Enfin, bon. Parce que ça fait vraiment... Et il manquait que 2 yeux, quoi. Donc, si on va inventer un personnage de moussu qui se planque dans la mousse... qui vous sert à créer aussi... Parce que la forêt, c'est ça. Vous êtes jamais assis en forêt, et ça, il y a un truc qui m'énerve. C'est que vous asseyez l'été, par exemple, en forêt, les gens ne regardent pas, ils marchent avec des bâtons à une vitesse de fou, là. Moi, je m'assois, je regarde. Et des fois, il n'y a pas un poil devant et il n'y a qu'une feuille. Qui bouge. Ça vous énerve aussi, ça? Non, ça me fascine. Ça me fait rêver tout de suite, parce que je me dis, c'est qui gigote le bazar? On est des gens comme ça, nous. Oui, qui observent et qui permettent de créer. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de voir que, voilà, au-delà des contes et légendes qu'on connaît tous, il y a aussi aujourd'hui une créativité qui ressort de tout ça? Alors, c'est exactement ce que je pensais il y a un instant. En vous écoutant tous les deux, ce qui est fantastique avec ces contes et légendes, tous ces personnages, et la forêt aussi. La forêt, c'est un personnage énorme, enfin principal, sans doute, puissant. L'océan, peut-être, la mer, on n'en a pas parlé encore, mais je voulais savoir s'il y avait des biscornus dans la mer. Je dirais peut-être près de la mer. Vous pouvez lui répondre à la question. Il y a eu des êtres siréniens qui ont été trouvés sur les... Ils appellent ça les êtres siréniens. Comme ça leur évite de se... Mais ça fait rêver, et je me disais, en fait, c'est le rapport au temps. Effectivement, on parle de temps peut-être très ancien ou pas, ou très contemporain. Ça dépend pour qui. Je trouve que c'est une porte ouverte sur nos propres imaginaires. Les enfants, pour les enfants, c'est un régal. C'est vraiment, c'est extrêmement inspirant, ça fait peur, ça fait rire, ça ouvre l'esprit. Tous les personnages, que ce soit les biscornus ou Arthur ou Viviane ou Merlin, enfin c'est ne serait-ce qu'une sortie. Il faut les mettre dans le contexte maintenant, c'est important. Sans doute, oui. Mais c'est une balade dans la forêt de Brocéliande, moi je me souviens l'avoir fait avec mon fils. On arrivait de Normandie, donc il n'était pas du tout dans cette culture-là. Il a vite plongé. Hein. Ça embarque tout le monde, chacun avec ses points d'accroche.
Il y a un lien entre ce fameux paysage. Oui. Alors, on parle de Brocéliande, mais pas que. Hein. Moi, je me souviens avoir pas mal marché tout doucement du côté de Brénilis, etc. Avec un livre, d'ailleurs, dont j'ai oublié le titre, qui était édité par la Coop Braise. Un petit livre de nouvelles fantasmagoriques. Et ça nous embarque, ça nous emballe. C'est un voyage. C'est un voyage extraordinaire. Mais il y a vraiment un lien avec le Je vous propose de quitter le monde des fées et des trolls pour un monde plus doux. On va revenir. Quand nos aînés replongent dans leurs souvenirs grâce à des archives en images, ils remontent le fil de leur histoire intime. Et Evan les rencontre ce matin. Alors, les albums de notre histoire, ce sont des albums photos mis en ligne par Ouest France sur Internet pour permettre des animations comme ici, en EHPAD, pour parler justement de ces photos qui font partie du passé, qui rappellent des souvenirs. Et là, on est sur un thème, Michael, des odeurs, les bonnes, mais aussi les mauvaises. Et là, vous tombez pile au moment du saut du pot de chambre, en fait. Hein, alors ça fait rire tout le monde. Oui. Alors, l'idée ici, c'est que tout le monde puisse échanger sur ce que ça vous rappelle comme souvenir. Monique, qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, cette photo ? Moi, ça me rappelle quand on était 22 dans le même dortoir. Et puis, tout le monde faisait pipi et caca dans le pot de chambre. Dans le même ? Oui, il n'y en avait qu'un. Ouais. Et c'était un bon souvenir ? Oui et non, parce qu'il fallait bien qu'on fasse pipi et caca quelque part. Ça marche toujours. Michael, vous on a choisi la bonne diapositive. Ouais, on a choisi la bonne. Vous qui avez l'habitude de faire ce genre d'animation, alors pas forcément sur le thème des odeurs, mais qu'est-ce que ça procure auprès des résidents, ces moments d'échange ? Bien, tout simplement de partager leur savoir et le plaisir de transmettre aux autres aussi. C'est un moment aussi pour faire peut-être un peu plus connaissance. Voilà. Et les albums de notre histoire, c'est surtout faire travailler leur mémoire, en fait. Mm-hmm. Ils vont rechercher des souvenirs de très très longtemps et oui, les partager surtout. Et alors, c'est mis à disposition par Ouest France, c'est financé par les conseils généraux. Voilà. C'est mis à disposition dans à peu près 7 départements, 900 EHPAD. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de le faire ? C'était la direction de Chaudebeuf en fait qui nous l'a proposé. Je pense que Ouest France a dû contacter Chaudebeuf. Et aussitôt, moi, j'ai regardé sur Internet, j'ai créé le compte en fait. Et j'ai tout de suite vu que ces albums allaient plaire aux résidents en fait. Et qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui hésitent, qui peuvent être animateurs, aides-soignants dans des EHPAD, qui hésitent à le faire ? Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire parce que c'est des périodes comme là, vous voyez, où on partage et très intéressant en fait. Alors des fois, c'est un petit peu plus intellectuel que ça. Il y a des historiques, par exemple, de Ouest France. Ça vous dérangerait de nous montrer la diapositive suivante rapidement, juste pour que les gens qui nous regardent n'aient pas l'impression qu'on parle que de pipi caca. Pour la nuit. Mais promis, on y reviendra après. Décidément. Et tant pis, c'est pas grave, ça fait partie de la vie aussi. Voilà. On peut regarder l'autre. Allez, l'autre. Les chaussons. Alors ça, Monique, qu'est-ce que ça vous rappelle ? L'ancien temps. Oui, beaucoup. Pas que, moi j'ai des chaussons aussi. Oui. On prend souvent ça après le boulot pour se reposer. Ouais. Vous avez des chaussons, vous, madame ? Bien sûr. Bon, et puis alors, il y a aussi des jeux, et puis ce sera la dernière question, mais vous avez aussi accès à pas mal de jeux, parce que c'est vrai que dans Ouest France, dans les dernières pages, il y a toujours des jeux, et vous pouvez aussi les proposer en animation, c'est ça ? Tout à fait, les quiz, oui. Mais j'ai pas encore refait, mais on va le faire rapidement en fait. On reviendra peut-être du coup pour les jeux. Voilà. Et on vous laisse, vous avez plein de choses à dire, mais surtout sur la diapositive d'avant. On va revenir en arrière. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Evan. À demain. Alors, on revient à nos contes et légendes. Vous parliez, Stéphanie Germain, de ces décors qui nous emportent, qu'on soit petit ou grand. Peut-être pour les spécialistes un petit peu de ce monde, que ce soit Brocéliande ou le monde celtique, c'est quoi les ingrédients incontournables dans l'univers pour poser un décor ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Il y a des lieux hyper forts en Bretagne. Oui. Vous regardez le Brocéliande, vous regardez les monts d'Arrée, c'est ailleurs, quoi. Vous regardez le chaos de Walgoat, vous regardez les alignements de Carnac, il n'y a qu'à se retourner. La liste est infinie en Bretagne. Ah oui, je pense que là, c'est forcé que ça génère des légendes.
puisqu'on arrive là-dedans, ça fait tout de suite d'entrée. Claudine. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas, mais pour moi, il y a un élément essentiel qui est propre à la Bretagne, et les photographes et les cinéastes le savent, c'est la lumière. On a une lumière qui est d'une qualité extraordinaire et qui change tout le temps. C'est-à-dire que le paysage, même si vous êtes fixe devant un paysage fixe, tout va se dérouler devant vous, vous allez le connaître, le reconnaître, ne plus savoir où vous êtes. Et je pense que ça, c'est tout à fait essentiel pour franchir le seuil des légendes, pour passer ce qu'on appelle de l'autre côté du voile, quoi. Il y a aussi l'univers marin. La mer qui offre de jolis cadres pour des intrigues. Alors là, on va s'attaquer à un autre style, Astérix et Obélix. Ils n'y ont pas échappé. Vous avez fait 2 hors-série. Donc celui-là date de 2018, Astérix 2019 en Bretagne avec Astérix, et celui-là est le dernier, Astérix et la mer. Qu'est-ce qui a motivé une rédaction comme Ouest France à s'attaquer quand même à ce monument? Alors, s'attaquer, est-ce que c'était une attaque en règle? Je ne crois pas, quoique dans Astérix, il y a un grand nombre de bagarres. L'idée qui n'est pas neuve à Ouest France, hein, c'est de faire découvrir un milieu, un monde, une histoire, des histoires, à travers un héros. Un héros, et plus particulièrement un héros de bande dessinée. Donc nous avions déjà entrepris des voyages avec Tintin et Corto Maltese, notamment autour de l'univers marin. Et Astérix, en fait, ça s'est imposé à nous très rapidement. Enfin, on aurait peut-être pu le faire plus tôt, d'ailleurs. Un incontournable. Mais peut-être que c'était mon temps, à moi, de rencontrer Astérix. Et pourquoi Astérix? C'est bien parce qu'il est vraiment ancré en Bretagne. Il est surtout ancré dans notre histoire, dans nos mémoires d'enfants, d'adultes. Alors franchement, on peut tous reprendre n'importe quel album d'Astérix, un ancien, un récent. On en connaît tous un au moins. Ah oui, on en connaît tous au moins un, si ce n'est plus. Et alors, si vous n'en connaissez aucun, alors vous avez vraiment beaucoup de chance parce que vous pouvez les découvrir, ce qui n'est pas notre cas. On les connaît déjà tous par cœur. Mais voilà, c'est tout un univers, et c'est un univers assez héroïque, et avec un héros qui est souvent qualifié d'anti-héros d'ailleurs, dans l'histoire notamment du 19e siècle ou du 20e siècle. Un héros, c'est blond, c'est grand, alors surtout un héros de cette période gallo-romaine, c'est Vercingétorix, hein, il a des grosses moustaches. Bon, Astérix a des grosses moustaches, mais il est surtout très grand, très costaud, et il va au combat. Et là, on a presque un anti-héros. Il est petit, certes, il a des grosses moustaches. Il va beaucoup à la bagarre aussi. Hein, il se bat contre les Romains, mais il est râleur. Oui, mais il n'est pas séduisant, mais alors c'est. Le champ d'exploration est quand même très très vaste. Comment vous avez fait un petit tri ou choisi un angle d'attaque pour raconter aussi ce Astérix dans l'univers marin, mais aussi en Bretagne? Alors, on en a fait 2. Un pour la mer et un pour la Bretagne. On a démarré avec la Bretagne. Ça nous tenait vraiment à cœur, toute l'équipe. Et les éditeurs aussi, les éditeurs d'Astérix, des aventures d'Astérix. Notamment, je rends hommage là vraiment à Dionin Cloteau, qui est le directeur éditorial, qui est un fin connaisseur. Astérix en Bretagne, ça paraissait une évidence, et pourtant il y avait des milliers de choses à dire. Alors on a été sélectif, effectivement, comme toujours, hein, dans la presse on est obligé, mais quand on est écrivain aussi. Peut-être 2-3 exemples de comment vous avez amené cette thématique bretonne ou travaillé cette thématique bretonne dans l'œuvre d'Astérix. On l'a travaillé à la fois avec un historien, plusieurs historiens, et puis des spécialistes de la BD. On en a quelques-uns avec bonheur dans la rédaction d'Ouest France, et puis des contributeurs extérieurs également. Et on a choisi ce qui nous paraissait être les grands thèmes. Les navires, évidemment, il y a quand même beaucoup de navires dans les aventures d'Astérix, de toutes les formes, des vrais, des faux. Les auteurs sont toujours très inspirés. En Bretagne, la forêt, on en parlait tout à l'heure, la forêt c'est un élément vraiment constitutif des mythes, des légendes de la Bretagne et de la vie d'Astérix. Il y passe quand même beaucoup de temps à chasser le sanglier ou le romain. On a beaucoup parlé de la musique aussi, notamment et pas que pour rire, du rôle du barde. Qu'est-ce qu'un barde? Qu'est-ce qu'était un barde? C'est un élément, c'est un personnage mythique aussi. Dans nos contes et légendes. Voilà, donc on a choisi quelques grands thèmes et on les a explorés alors, à la manière d'une rédaction. Donc on a interviewé des historiens, des archéologues, des sociologues, des musicologues, principalement en Bretagne. Et à travers donc, ces aventures d'Astérix, on a voulu donner une vision assez particulière de la Bretagne, mais qui nous paraissait très sincère. Peut-être d'un point de vue extérieur, qu'est-ce qui incarne pour vous Astérix? Déjà, il est en Bretagne.
Moi, c'est pour ça que j'ai adoré cette BD. J'ai commencé à la lire quand j'ai vu La Loupe avec le petit village. Je dis, c'est chez nous, ça. Oui, ça a été le point d'accroche pour vous, en tout cas. Ça a démarré comme ça. Ouais. Puis après, c'est vrai qu'il y a tout le... Il y a Berla, il y a tout ça là-dedans. Enfin, lui, il va dans la forêt des Carnutes, qui n'existe plus. Mais quand même, il y a un Merlin. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être fan des Corrigans, des Fées, des Rois et aussi d'Astérix Mais il y a aucun problème. D'abord, on est fan de tout ce qui nous emmène ailleurs, on est fan de tout ce qui nous fait rêver et sourire. Je pense que dans Astérix aussi, quand même, l'esprit de résistance. Oui, tout à fait. Je ferai ce que je veux, je suis chez moi. On est tous comme ça. Il n'y a pas que les Gaulois, il n'y a pas que les Bretons. Mais là, c'est quand même emblématique. Astérix m'a dégoûté les robins, moi. Ah oui, à ce point-là. Ah non, moi, c'est qu'on a appris à l'école, d'après les César. Or, c'est un vainqueur qui a écrit l'histoire. Bien sûr. Donc, forcément, il nous raconte que des cas d'embredouille. Alors que quand c'est Astérix, c'est eux qui se tapent les Romains. Alors par contre, ce qui est intéressant, parce que vous avez fait un vrai travail de journaliste aussi, c'est qu'il y a quand même quelques anachronismes dans l'épopée de nos deux héros. Oui, le plus gros, c'est même le plus gros, c'est Obélix et son job, si on peut dire, de tailleur de menhir. Ouais. Donc ça c'est vraiment le plus gros. Ça colle pas du tout. Non, ça colle pas du tout, on l'explique bien. Enfin, on l'explique bien, les historiens nous l'expliquent bien. Mais alors, c'est le plus drôle des anachronismes, parce que ça permet de mettre en valeur et en lumière la puissance... Le plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe, comme un menhir. Ça met en valeur la puissance d'Obélix. Et puis, c'est ce qui est drôle. Ce sont ces anachronismes sont très drôles, parce qu'ils sont très bien amenés, ils sont souvent répétés. Et ça, c'est parfait. Il y en a d'autres, il y en a plein. Pourquoi n'aurait-il pas continué par choix, exactement, à faire des menhirs. Voilà. Il y a aujourd'hui des gens qui sculptent des morceaux d'églises gothiques. Exactement. Donc, ou des saints dans la vallée. Voilà, exactement. Et on continue bien de dessiner des fées et des corps. Exactement, exactement. Mais c'est ce qui est drôle et ce qui est dans l'œuvre d'Uderzo et Goscinny et maintenant dans la suite par Conrad et Ferry, ce qui est, moi je trouve incroyable, c'est la qualité des anachronismes. C'est-à-dire qu'ils sont fins. Ils sont toujours bien amenés, ils nous font toujours rire. Et il y a même souvent un message derrière. Dans l'Astérix consacré à la mer, on parle même de la pollution en mer, notamment de la pollution pétrolière, dans un album qui a paru juste après, quelques mois après le naufrage de la Mococadis, par exemple. Et là, on est en plein anachronisme, mais c'est amené avec une intelligence incroyable. Et j'imagine que le succès a été au rendez-vous, ils se sont écoulés comme des petits pains. Alors, comme des petits pains, oui. Ouais, clairement. Oui. Parce qu'on a voulu en avoir un, on a dit il n'y en a plus. Non, mais je vous en trouverai. Oui. Alors, le Astérix en Bretagne, oui, effectivement, mais bon, on peut nous écrire, on en trouvera toujours dans un petit placard secret. Dans un retour. Voilà, dans un retour. Et la mer, il est encore en vente sur le site des éditions Ouest-France. Oui. Alors, quand je vous regarde depuis tout à l'heure, vous parlez de ces contes des légendes d'Astérix et Obélix, et vous avez le sourire aux lèvres. Est-ce que finalement, travailler sur ces thématiques-là, c'est pas aussi une manière de garder son âme d'enfant ? Un peu, oui. Ouais. Un peu beaucoup, Claudine Glo. Oui, bien sûr. C'est aussi garder de l'optimisme. Ouais. Parce que tous les contes et légendes, ils sont extrêmement consensuels. On peut les raconter partout. Moi, j'ai eu la chance de voyager. J'ai raconté ces histoires-là au milieu de l'Afrique, en Asie, et ça marche. Parce qu'une belle histoire marche toujours, et c'est notre apport, donc il faut le distribuer. Et je trouve, oui, que autant, vous voyez, l'histoire, la religion, c'est quand même très conflictuel, même si on s'y intéresse. Tous les jours. C'est pas facile. Même simplement l'histoire, vous voyez, la légende, tout le monde va y adhérer, avec des choix différents, avec un parti pris de regard multiple, mais on va communier au même truc. Et ça, c'est vraiment la dimension universelle. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Universelle et très individué. C'est ça qui est bien, voyez. Vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas? J'avais un ami qui disait que la légende, c'est l'histoire moins le mensonge, plus la poésie. Ah, jolie phrase. Je trouve ça assez frais au niveau de... Le mensonge ne me gêne pas. La légende peut aussi être un mensonge. Donc c'est un mensonge vrai. L'histoire, ça ment. Pas la légende. Ça ment. Et qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, vous, de baigner dans cet univers par votre profession? C'est mon monde et c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais tout petit. Donc, vous avez réalisé un rêve presque? Carrément. Moi, pour moi, c'est exactement ce que je voulais faire à 12 ans. C'est le métier que je voulais faire à 12 ans. C'est fou, quoi.
C'est une chance étonnante et je ne suis pas lassé du tout. Alors j'ai eu une période où j'ai arrêté pendant à peu près 10 ans, parce que place aux jeunes, et puis à un moment, peut-être qu'on a moins de choses à raconter, et là je suis retombé, puis j'avais plus les dents. Et là je suis retombé sur des jeunes qui maintenant viennent et qui ont des... c'est normal, ils sont pleins de 109 et tout. Ah, ça m'a refilé le patate. Du coup, je suis reparti à fond là-dedans. Mais c'est bien, c'est ces gens-là qu'il me faut. C'est vrai que le travail hors-série sur Astérix, quand même... Il y a pire dans une vie de journaliste. Exactement, c'est ce que je voulais vous dire. Mais... Oui. Alors, d'abord, c'est l'intérêt d'être journaliste, et notamment à Ouest France. Ouais. On peut faire beaucoup de choses. Moi, j'étais chroniqueuse judiciaire. Voilà. Mais il y a très, très longtemps. C'est vrai. Quand je vous entends, ce que je trouve fascinant dans ce monde des contes et légendes, bon, c'est absolument inépuisable. Je ne sais pas comment elles sont nées, personne ne le sait sans doute. C'est pas le plus intéressant. Et ça continue, mais c'est inépuisable aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une ouverture artistique pour tous les artistes aujourd'hui, les écrivains, les dessinateurs, les scénaristes. On parlait d'Excalibur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, on aura des nouveautés, des réinterprétations. Et ça, je trouve que c'est effectivement plein d'optimisme. Il y a aussi une interaction avec ce qui se passe maintenant. Moi, j'avais commencé une BD j'avais lu une BD de Tardy à l'époque. Et c'était cette histoire d'un petit bourg avec un petit bois. Et il y avait un promoteur qui voulait toujours... Les promoteurs savaient toujours tout raser. Et alors là, par contre, il est tombé sur les gars, les corrigans, les fées, les elfes, les trolls, les machins, tout ce qui habitait là-dedans, se sont mis à faire des pancartes, à faire des défilés, donc ça a terrorisé tout le monde. Je trouvais l'idée géniale d'amener maintenant, parce que là, ça réactualise le conte. Je parle du conte, parce que la légende, faut pas, le mythe, faut pas jouer avec ça, je pense pas. Ou alors entre nous. Mais on ne se gêne pas. On ne se gêne pas, mais c'est vrai qu'il y a une certaine rigueur à garder. Alors que le conte, le rôle, moi je suis un conteur-dessinateur, le rôle du conte, c'est justement de parler de maintenant. Ça, c'est génial. Oui, le passé, présent, en fait, le temps est l'interaction, indéfini. Oui. Peut-être, est-ce que vous estimez que la jeune génération a une façon peut-être singulière de s'emparer de tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure? Vous qui fréquentez moi, je fréquente, des groupes scolaires, des enfants qui viennent au centre. Tous les gens qui arthurien. travaillent avec moi, ayant toujours le même âge, sont toujours jeunes, moi moins. Mais j'accède à des choses que je n'aurais jamais imaginées. Comme vous voyez, quoi, tout ce qui, les jeux vidéo, toutes les nouvelles technologies, tout ce qui est réalité augmentée, tout ce qui est un mode d'expression qui est complètement nouveau pour le moment, pour l'instant. La c'est pas une nouvelle écriture, écriture, c'est un autre moyen. Et ils ont le même enthousiasme, ils apportent quelque chose. Et moi, j'explore avec eux quelque chose aussi. Parce que l'essence reste la même au final, mais le moyen d'expression est différent. Voilà, on se rend compte, vous savez, cette histoire de la queue de paon, ça se déroule et on voit une infinité de couleurs qu'on n'avait peut-être même pas soupçonnées. Donc voilà pourquoi il n'y a aussi aucune lassitude. Un dernier mot, Nicolas Lecor, peut-être ? Je suis d'accord avec Claudine. C'est vrai que ça va tellement... Moi, je vois des jeunes qui font des photos, c'est à tomber, quoi. De ce féerique-là, ils arrivent avec de l'informatique. Ils apportent leurs petites pattes, eux aussi. Ah oui, mais c'est fascinant. Non, c'est très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Quelques petites actualités avant de terminer. Donc, Catherine Glos, une nouvelle saison, c'est reparti pour le Château de Compère. Ça commence début avril jusqu'à la fin de l'été. Et vous allez sortir aussi un guide d'itinérance en forêt de Brocéliande qui sera retrouvé. Toutes les informations sur votre site internet. Nicolas Lecor, une exposition est à retrouver à Paimpont jusqu'au mois de juin. Il est aussi question de Brocéliande. Alors par contre, pour Ouest France, on ne pourra pas savoir qui sera le prochain héros. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. Très belle journée.